Donc, on est toujours dans l'ambiguïté numéro 9 qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Et là, on est en train de démonter petit à petit l'argument de ces personnes-là qui prétendent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Leur argument, il consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas la continuité des prophètes avant lui. Donc, c'est pour ça que c'est pas un prophète. Et c'est pour ça que c'est pas un grand homme. C'est-à-dire que avant lui, il y a eu Moïse, Jésus. Et donc, Moïse, il est venu avec les 10 commandements. Et Jésus, on a la vie de Jésus, etc. Et quand on regarde leur vie, c'est une vie de paix, d'amour. Alors que lorsqu'on regarde la vie du prophète Mohammed sallam, c'est la haine, la violence, etc. Donc, c'est une rupture. Et donc, selon eux, cette rupture-là, ça montre que le prophète Mohammed sallam, c'est pas un prophète. Et même, pire encore dans la vidéo, il dit que c'est un faux messie. Également, ils veulent montrer aussi que le prophète Mohammed sallam n'est pas un grand homme. Pourquoi? Parce que sa vie se résume à des pillages, à de la violence, à du viol, etc. Et donc nous, on est en train de réfuter cet argument en disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des hommes. Et évidemment, le meilleur des prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on a commencé cet argumentaire, déjà par prouver cela par les textes du Coran et de la Sunna, et ensuite par les faits et par la raison. Et dans une vidéo précédente, on a dit que lorsqu'une personne vient face à nous et nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un grand homme, quand il se met à insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en disant « votre prophète il est comme ça, c'est un tueur, c'est la violence, c'est un pédophile », tout ce qu'ils disent, on s'arrête, on s'énerve pas, et on leur demande, selon toi, qui est un grand homme? Donne-moi une liste de 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, dans l'histoire de l'humanité, que tu considères, toi, comme des grands hommes. Et une fois qu'il va nous donner cette liste-là, on a dit que cette liste-là ne va pas sortir de 2 catégories d'hommes. Soit c'est des hommes connus pour la guerre, pour la stratégie militaire et la politique, soit c'est des hommes connus pour leurs idées et leur morale. C'est leurs idées qui ont perduré dans l'histoire et ils ont propagé un message qui a révolutionné des pays ou le monde de manière générale. Et donc maintenant, on va voir les avantages, les bienfaits et les inconvénients de chaque catégorie. Donc la première catégorie, on a dit les hommes connus pour la guerre et la stratégie. Donc c'est quoi les avantages de ce type de personnage, de ce type d'homme? La première, c'est la capacité à unifier et à bâtir des empires. Donc grâce à leur stratégie militaire exceptionnelle, ces hommes, ils ont construit des civilisations durables en influençant la politique, l'économie et la culture des régions qu'ils ont conquises. Comme on a dit, Alexandre le Grand, Gengis Khan, Jules César. Ces gens-là, ces hommes-là, ils ont réussi à unifier de vastes territoires et à bâtir des empires multi-ethniques. Comme par exemple l'Empire romain, leur territoire il était tellement vaste et grand qu'il y avait plusieurs ethnies, parfois plusieurs religions, plusieurs cultures, etc. Et leur force politique, leur intelligence politique, ça leur a permis de gérer ces vastes territoires. Deuxième avantage et bienfait de ces hommes-là, c'est pour ça qu'on les considère comme des grands hommes, c'est les réformes durables. Donc ces hommes, ils sont souvent loués pour leurs réformes, les réformes qu'ils ont apportées à leur pays. Et ces réformes-là, ils ont influencé le droit, l'administration et la culture. Par exemple, Napoléon, il a instauré le code civil et il a modernisé les systèmes éducatifs et juridiques en France. Donc le code civil, aujourd'hui, si les gens qui connaissent la vie de Napoléon mentionnent la chose qui a le plus influencé la France et qui a le plus d'impact en France, certes, il y a eu des grandes batailles, des grandes conquêtes, mais une fois qu'il est mort, la France, entre guillemets, a repris son territoire, entre guillemets, avant Napoléon. Mais ce qui perdure et ce qui a encore de l'impact aujourd'hui en France, même s'il y a eu des changements dans les lois, c'est le code civil français. Même s'il y a eu des évolutions, mais c'est un socle important qui a réformé la France de manière révolutionnaire à son époque, en tout cas. Pareil pour Louis XIV, qui a centralisé l'autorité et il a renforcé la monarchie absolue. Donc il a tenu la monarchie absolue d'une main de fer, d'une poigne de fer. Troisième, la contribution à la culture et à l'échange. Donc malgré que ces gens-là, majoritairement, soient des conquérants, ils ont souvent favorisé l'échange culturel et le développement des infrastructures. Alexandre le Grand, par exemple, il a favorisé l'hellénisation. Donc l'hellénisation, c'est l'adoption de la culture grecque, en mélangeant les cultures grecques et orientales. Pareil pour Gengis Khan. Gengis Khan, il a permis la sécurité et le commerce sur la route de la soie.
Donc la route de la soie, c'est la route reliant la Chine au bassin méditerranéen. Donc avant Gengis Khan, il y avait tellement de peuples différents, de pays différents, de civilisations différentes, que c'était compliqué de traverser la Chine jusqu'à la Méditerranée sans passer par des pays qui étaient en concurrence, en guerre, etc. Donc c'est compliqué. Donc ceux qui sont aux extrémités, c'est-à-dire à la Chine et au bassin méditerranéen, ils ne peuvent pas connaître la culture des autres parce que ça n'arrive pas jusqu'à chez eux. Mais Gengis Khan, il a tellement conquis cette région et qu'il avait tellement la maîtrise de cette région-là que la route de la soie a pu être sécurisée parce que il dominait cette région-là. Et donc, on a pu avoir des échanges culturels entre la Chine et le bassin méditerranéen. Donc, ça veut dire que la Chine avait une culture, avait des connaissances, avait une gastronomie, etc., que certains ne connaissaient pas au bassin méditerranéen, en Italie, en Grèce, etc. Parce que de traverser la Chine jusqu'à la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Maghreb, etc., ces régions-là, du bassin méditerranéen, l'Égypte, etc., peut-être qu'ils ne connaissaient pas certains produits, certaines cultures chinoises. Parce que pour arriver jusqu'en Chine, il fallait passer énormément de territoire et c'était compliqué, c'était périlleux. Mais Gengis Khan, il a tellement assaini cette région-là, purifié cette région-là, par la guerre bien sûr, hein, que c'est devenu la sécurité. Et on a pu faire du commerce dans cette région-là. Quelqu'un qui est en Chine, il peut aller jusqu'en Espagne, jusqu'en Italie, jusqu'en Grèce, en toute sécurité. Quatrième, le leadership et l'inspiration, évidemment. Donc le charisme et les compétences militaires de ces hommes-là, on en fait des leaders admirés par leurs armées et leur peuple. Ils ont inspiré le respect et la loyauté grâce à leur capacité à diriger des campagnes militaires complexes et à gagner des batailles contre des forces souvent supérieures. Et bien sûr, le plus grand exemple, c'est Napoléon, qui était quelqu'un qui n'avait pas de grade, qui n'était pas noble, et il a réussi à devenir l'empereur des Français, aimé des Français. Quand il allait à la guerre, quand il est parti à Austerlitz, à Iéna, les gens de son armée, ils étaient prêts à mourir pour lui. Parce qu'il avait du charisme, il représentait la France, la force, et donc le charisme de ces personnes-là, leur force, leur intelligence, leur compétence dans leur domaine, ont fait que c'est devenu des gens admirés et respectés. Donc ça, c'est les avantages et les bienfaits de ce type d'homme. Maintenant, il y a les inconvénients et les défauts. Premier défaut, évidemment, c'est la destruction et la violence excessive. Donc leur pouvoir militaire, il est souvent accompagné d'une destruction massive et d'une violence extrême. Gengis Khan, par exemple, il est célèbre pour ses campagnes sanglantes, entraînant des massacres massifs. Alexandre le Grand a également dévasté des villes lors de ses conquêtes, notamment par exemple quand il a conquis l'Empire perse. Donc ces gens-là, certes, ils ont assaini des territoires, mais l'assainissement des territoires, ça passe par des massacres et des tueries de masse. Gengis Khan, il laissait pratiquement aucune victime derrière lui. C'est pour ça qu'il a assaini le territoire, mais il a assaini par le sang. Deuxième, l'oppression des peuples conquis. Leur méthode de contrôle reposait souvent sur l'oppression et la répression. Gengis Khan, on va donner l'exemple, ceux qui étaient avec Gengis Khan, c'était bien, mais ceux qui étaient contre Gengis Khan, même s'ils avaient rien fait, mais ils étaient contre l'armée de Gengis Khan, même s'ils avaient rien fait, c'était problématique. Pareil pour Napoléon. Napoléon, il est respecté, il est aimé en France, mais dans l'Europe entière, à son époque, il était détesté. Quand on est avec le vainqueur Napoléon, on est français, oui, c'est une fierté. Mais les Espagnols, ils n'ont pas la même vision de Napoléon que les Français. Pareil pour De Gaulle. De Gaulle, il est respecté, il est aimé en France. Les hommes politiques sont fiers de dire je suis gaulliste. Il a un aéroport à son nom. Mais ce qu'il a fait en Algérie, ce qu'il a fait en Afrique, les tueries, les massacres, je ne pense pas qu'il soit autant aimé dans ces pays-là que en France. Et encore une fois, c'est normal. On fait une guerre, les vainqueurs sont contents, les perdants sont tristes. Et c'est ça l'inconvénient des hommes qui sont connus pour la guerre, pour la politique, pour la stratégie militaire, etc. Troisième, la tyrannie et la chute. Donc, généralement, ces grands hommes, leurs ambitions, elle est sans limite. Et souvent, ça pousse à l'excès. Et ça va contribuer à leur chute. Par exemple, Jules César. Il a été assassiné par ses propres pairs à cause de ses ambitions monarchiques perçues comme une menace pour la République romaine. Pareil pour Napoléon. Napoléon, il a été trahi par Fouché, par Talleyrand, c'était ses ministres.
Ils ont comploté contre lui. Pourquoi? Parce que, au début, certes, il prétendait faire tout cela pour la France, au nom de la France, mais après, c'est devenu un peu plus pour lui et pour sa gloire. La limite, elle est fine. Quand on devient tyran, quand on devient un homme politique connu, un chef d'armée, etc., la limite entre les ambitions personnelles et la volonté de faire grandir le pays, elle est très fine. Quand on tombe, entre guillemets, dans la folie des grandeurs, dans l'excès, ben, ça mène à des catastrophes. Parce que soit il y a des tueries qui sont injustifiées, ou la volonté de marquer l'histoire, etc. Et donc ça devient personnel, mais parce que c'est des grands hommes. À l'époque de Napoléon, personne n'arrivait à la cheville de Napoléon, dans toute l'Europe. Et donc, après, on devient mégalomane. On pense qu'il n'y a que nous qui pouvons sauver l'humanité. Et donc, on arrive à se dire que si le monde ne pense pas comme moi, si on ne fait pas comme moi, eh ben, le monde est voué à sa perdition. Et après, on a la folie des grandeurs. Et généralement, les hommes qui nous entourent, ils vont nous trahir, parce qu'ils vont dire là, il va trop long. Ou alors, on va tomber à notre chute parce qu'on va faire des choix qui sont plus des choix raisonnés. C'est la passion. Ça y est, il fait du n'importe quoi. Comme ce qui s'est passé avec Napoléon, quand il a voulu aller en Russie, en plein hiver, tout le monde lui disait reviens en France, reviens en France. Non, il reste, il continue, il dit non, je vais aller à Moscou. Jusqu'à ce que l'hiver arrive. Et là, tu peux plus revenir en arrière. Les hommes meurent tous les jours. Gelés, congelés. C'est pour ça qu'on appelle ça la Bérésina. Parce que là, c'était la catastrophe. Parce qu'il n'avait plus les idées claires. Même s'il ne va jamais l'avouer, il ne l'a jamais avoué. Mais c'était une erreur de sa part. Parce que lui, dans sa tête, il se voyait marcher sur Moscou. Même si c'était vraiment idiot de faire cette campagne-là. Mais bon, ça c'est l'histoire. Et généralement, tous les grands hommes militaires, etc., ils dépassent les bornes et après, ça amène à leur chute. Donc ça, c'est un défaut. Ils ont le défaut de leur qualité. Quatrième, haute mortalité et destruction de civilisation. Donc les campagnes militaires de ces figures historiques ont entraîné des pertes humaines massives et la destruction de civilisations. Donc Gengis Khan, par exemple, il a massacré des civilisations, des peuples entiers, anéanti des villes entières. Il les a rasées. Pareil pour Louis XIV. Son expansionnisme et ses guerres, ça a détruit des civilisations, ça a détruit des peuples. Pareil pour Napoléon. Parce que Napoléon, encore une fois, pour la France, c'est super. Mais Napoléon, c'est quand même celui qui a rétabli l'esclavage. Et il a tué, massacré des gens pour la grandeur de la France. Donc, bien sûr, pour la France, c'est bien, mais il y en a qui ont été massacrés à cause de ça. La France, à cette époque-là, il y avait les colonies, il y avait Saint-Domingue, qui est aujourd'hui Haïti, etc. Et Napoléon a participé à ça. Mais ça, c'était pour enrichir la France et faire des campagnes pour agrandir le territoire français, etc. Cinquième inconvénient ou cinquième défaut, c'est le manque d'idéologie à laquelle se rattacher. Très souvent, ces grands hommes, ils n'ont pas d'idéologie. Ils n'ont pas de pensée fédératrice. La seule force, c'est leur caractère, leur courage. C'est eux, la force. Napoléon, c'est lui. Une fois que Napoléon disparaît, hop, la France coule. Pareil pour Louis XIV. Louis XIV, il a amené la France au sommet. Louis XV, il a fait chuter la France. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'idéologie. Il n'avait pas de choses fédératrices à laquelle on peut s'appuyer. C'était uniquement sa personnalité, son caractère. Et donc, il n'y a pas de flambeau pour la suite. Une fois qu'il meurt, le succès, il disparaît. Parce que le succès, c'est eux. C'est leur caractère extraordinaire. Impossible à imiter. Et c'est pas leurs idées. C'est-à-dire que pour faire comme Napoléon, il faut de Napoléon. Mais tout le monde n'est pas Napoléon. Et Napoléon, il n'a rien laissé derrière lui pour qu'on soit des Napoléons. Non, on ne peut pas être Napoléon. C'était quelqu'un, il avait un caractère fort, il avait une personnalité forte, et tout le monde n'est pas comme ça. Donc on ne peut pas l'imiter. Pareil pour Louis XIV. Pareil pour Gengis Khan. Et donc leurs successeurs, généralement, ils sont médiocres. Ou alors, il n'y a pas du tout de successeur. Et une fois qu'ils meurent, c'est la chute. C'est la chute de l'Empire. Et le meilleur exemple, c'est Louis XIV, comme on l'a dit. Louis XIV, il a amené la France au sommet. Mais en deux successeurs, ça a amené la fin de la royauté. Il y a eu Louis XIV qui a amené la monarchie au sommet. Louis XV, il a détruit la France. Tout ce que Louis XIV avait construit, il l'a détruit. Il n'aimait pas la politique. Il ne pensait qu'au plaisir charnel, avec des femmes, les prostituées, etc. Manger, boire, etc. Il a vidé les caisses de l'État. Ça a amené la France dans une crise.
les gens mouraient de faim et les nobles vivaient bien. Donc ça a créé une fracture entre le peuple et la noblesse. Louis XV est mort et le pauvre Louis XVI, il a hérité de tout ça. Quand tout le monde est en colère, ils l'ont pris, ils l'ont coupé la tête, lui et sa femme. Pourquoi? Parce que Louis XIV, il n'avait pas laissé le mode d'emploi. Il n'avait pas d'idéologie. Il n'avait pas d'idée. Il n'avait pas d'aqida. C'était juste lui, voilà, moi, je règne et c'est tout. Une fois que je suis mort, salam alaikum. Donc ça, c'est un inconvénient parce qu'une fois que ces gens ils disparaissent, il n'y a plus rien. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les hommes connus pour leurs idées. Donc, l'avantage et les bienfaits des hommes qui ont marqué l'histoire pour leurs idéaux, c'est évidemment la transformation des sociétés par la pensée. Donc, des penseurs comme Socrate, Confucius, Karl Marx ont radicalement changé la manière dont les sociétés pensent et se gouvernent. Leurs idées ont permis des réformes politiques, sociales et morales qui ont amélioré la justice sociale et l'équité. Encore une fois, c'est important, on le dit dans toutes les vidéos, là on n'est pas en train de parler de la Aqidah, on n'est pas en train de dire que ces gens-là, c'est des gens bien, des gens du Tawhid qui vont aller au paradis. Non, c'est important quand on débat avec quelqu'un, il faut se mettre à la place de la personne en face. Il faut avoir de l'empathie. Sinon, vous n'allez jamais gagner un débat et vous n'allez jamais avancer dans le débat. Si vous n'avez pas d'empathie, le débat, il ne sert à rien. Restez dans votre caverne, restez dans votre grotte et ne parlez pas aux gens et n'essayez pas de débattre. L'empathie, c'est de se mettre à la place de la personne. C'est pas parce que vous vous mettez à la place de la personne que vous êtes d'accord avec la personne, que vous validez sa pensée, que vous validez sa croyance. Non, il faut juste se mettre à sa place. Donc là, vous êtes face à quelqu'un qui n'aime pas l'islam, qui considère le prophète Mohammed comme quelqu'un qui n'est pas bien. Donc quand il va vous donner des noms de gens qui, selon lui, sont des grands hommes, ça va être forcément pas des musulmans. Et donc, mais lui, il les considère comme des grands hommes. Quand on dit que ces gens-là ont changé les sociétés, ils ont permis d'améliorer les sociétés, selon lui. Nous, on ne dit pas que Karl Marx, il a amélioré quoi que ce soit, il n'a rien amélioré du tout. C'est un kéfir qui a propagé l'égarement et le faux et la perversité dans le monde. Mais selon d'autres personnes qui sont marxistes, par exemple, bah, c'est bien. Et donc, quand il va vous dire, pour moi, Karl Marx est un grand homme, eh ben, pourquoi c'est un grand homme selon lui? Parce que selon lui, il a amélioré la pensée des gens, il a amélioré la pensée de certains gouvernements, etc. Donc, les avantages et les bienfaits de ces grands hommes, selon la personne qui vous parle, comme Socrate, Confucius, Karl Marx, etc., c'est qu'ils ont proposé des réformes politiques. Et ces réformes politiques ont eu un impact sur certains gouvernements. Deuxième bienfait, c'est la promotion de la paix et de la justice. Donc ces hommes, ils sont aimés et respectés pour avoir défendu des principes de non-violence dans des contextes de conflit et d'injustice, comme par exemple Gandhi. Gandhi, il a joué un rôle majeur dans l'indépendance de l'Inde par la désobéissance civile pacifique. Ses actions, ils étaient constamment pacifiques. L'objectif, c'est d'être non-violent, de ne pas blesser, de ne pas tuer des gens, tout en revendiquant des choses. Pareil pour Martin Luther King, qui a lutté contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Et encore une fois, tout ça de manière pacifique à chaque fois. Autre point, la réconciliation et le pardon. Donc ces gens-là, plutôt que de répondre à la violence par la violence, ces hommes-là, ils ont appelé à la coopération entre les États, entre les citoyens, entre les races, entre les couleurs de peau, etc. En fonction de la personne. Par exemple, Nelson Mandela ou Martin Luther King, c'était sur la couleur de peau. Mais certains, c'est entre les États, comme Gandhi. Gandhi, c'était l'Inde, le Pakistan, c'était plutôt sur les religions. Et ainsi de suite. En fonction de la personne, ils ont appelé à une coopération, à une union, à une harmonie. Tout ça dans la paix. Également, un autre avantage, c'est aussi une inspiration pour les générations futures. Donc ces leaders, ils ont inspiré des millions de personnes à travers le monde en prouvant que le changement, il est possible sans avoir recours à la violence. Leurs idées de justice, d'égalité et de tolérance, ils ont résonné à travers le monde et encore aujourd'hui. Ce qui a fait d'eux des modèles pour des mouvements sociaux modernes. Donc il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de ces personnes-là pour revendiquer des choses, combattre des injustices, mais de manière pacifique. Pourquoi? Parce qu'ils ont prouvé que c'était possible, parce qu'ils ont fait des changements grâce à la non-violence. Troisième, un changement social durable. Donc ces hommes aussi, ils ont favorisé des réformes sociales qui ont changé la structure des sociétés. Comme par exemple la fin de l'apartheid.
avec Mandela, ou les droits civiques pour les Noirs américains avec Martin Luther King. Donc leurs actions, elles ont profondément changé l'organisation des sociétés. Donc ça, c'était les avantages. Et maintenant, il y a les inconvénients de ces gens-là. Les inconvénients de ces personnes-là qui sont connues pour leurs idéaux, pour leurs réformes, pour leurs propositions de réformes, leurs théories, etc. Premier inconvénient, c'est évidemment la faiblesse face aux opposants. Parce que, ironiquement, en prônant la paix et la non-violence, ces hommes-là, ils ont souvent fait face à une résistance violente, comme Martin Luther King ou Gandhi, qui ont été assassinés par ceux qui s'opposaient à leurs idées. Donc eux, ils ont dit non, nous on veut la non-violence. Peace. Non, il faut pas faire ça. Non, on va pas avoir recours à la violence. D'accord? C'est très bien. Mais le problème, c'est que ceux qui sont opposés à eux, ils les ont tués. Et une fois qu'ils les ont tués, c'est fini. D'accord? Pareil pour Mandela qui est emprisonné. Donc ça veut dire que quand il y a une force qui s'oppose à vous, bah, quand on prône les idées uniquement, et parfois, par exemple, la non-violence, et ben notre message, il passe pas. Parce que soit on est tué, soit on est emprisonné, soit on est muselé. Donc on te dit, si tu parles, on va te faire ça, on va te faire ça, on va te faire ça, et on va utiliser la force. Et donc toi, vu que tu ne veux pas utiliser la force, bah, ton message, qui est certes louable, bah, il va disparaître. Ça, c'est un défaut. Parce que l'objectif, c'est de faire passer le message. Mais si ton message, il est étouffé par des gens qui sont violents, et toi, tu ne veux pas répondre par la violence, eh ben, en réalité, le message, il va pas passer, et la violence va perdurer, parce que ces gens-là, ils utilisent la violence. Donc toi, tu veux la paix. Mais pour la paix, tu veux pas la violence. D'accord. Mais une fois qu'il n'y a pas de violence, ton message, il disparaît, et la violence est toujours présente. Donc ça, c'est un défaut. Deuxième inconvénient, c'est des idées détournées ou mal appliquées. Et ça, c'est un grand problème, et c'est un point qui est essentiel à notre réfutation. Car n'oubliez pas, l'objectif de la réfutation ici, c'est de prouver que le prophète Mohammed sallam, c'est le meilleur des hommes, et de démentir son affirmation qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallam est en rupture avec les 10 commandements, avec la vie de Jésus, etc. Donc les idées, ils sont détournées et mal appliquées. Parce que les idées de ces grands penseurs peuvent être mal interprétées ou appliquées de manière abusive, menant à des régimes oppressifs ou violents. Et le fait que ces hommes n'ont pas gouverné laisse un vide concernant l'application de ces idées. Parce que la plupart de ces hommes-là, ils n'ont pas gouverné. Ça n'a pas été des gouverneurs. Ça a été des penseurs, des leaders politiques, mais ils n'ont pas gouverné. Martin Luther King, il n'a jamais été président. Karl Marx, il n'a jamais été président. Gandhi, il n'a jamais été président. Donc ces hommes-là, ils ont eu des idées, mais on n'a pas pu voir leurs idées, comment elles ont été appliquées dans un gouvernement. Donc ça veut dire qu'on a un vide juridique. Et donc, certaines personnes qui viennent après eux, qui eux gouvernent, vont prétendre suivre les idéologies de Marx, et ensuite, ils vont détourner ces idéologies, et vont les utiliser pour tuer, pour faire de la violence, etc. Et on a vu avec le communisme. D'accord? Le communisme, à la base, c'est des idées. Mais quand il y a eu des gouvernements communistes, il y a eu des morts, il y a eu des massacres. Donc, ils sont prétendus communistes, mais en réalité, ils utilisent cette idéologie pour la violence. Et donc, on l'a vu avec les régimes totalitaires, comme l'Union soviétique, qui se prétendait communiste, ou en Chine, sous Mao Tse-tung, etc. Ça a entraîné des famines, des purges, de l'oppression, etc. Alors qu'ils se disaient, à la base, oui, on est communiste. Le communiste, quand on lit sur le papier, on dit, ah, ok, d'accord, c'est ok. Dans l'application, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que ceux qui ont théorisé cela, ils n'ont jamais eu le pouvoir. Troisième inconvénient, c'est la lenteur du changement. La non-violence et les stratégies pacifiques, ils prennent souvent plus de temps à porter leurs fruits que l'action. Napoléon, Alexandre le Grand, c'est en des dizaines d'années, en l'espace de 10-15 ans, ils ont révolutionné l'échiquier politique, ils ont fait des empires, etc. Alors que la non-violence, ça met des décennies, et peut-être ça n'arrive jamais à changer. Pourquoi? Parce que la politique, c'est plus radical, il y a l'armée, il y a les guerres, etc. Donc c'est plus radical que la non-violence. Donc ça met beaucoup de temps, des années et des années. Quatrième inconvénient, c'est le risque d'utopisme. Certains de ces hommes, ils peuvent être accusés d'utopisme. C'est-à-dire qu'ils ont proposé une solution qui semble idéale, mais irréaliste, en réalité, quand on la met à l'échelle de l'homme. Le communisme, par exemple. Le communisme, c'est bien beau. Le communisme, il est basé sur l'égalité absolue. Mais
C'est contre la nature humaine, l'égalité absolue. L'homme, il est fait pour posséder. L'homme, il aime la richesse. Et donc dire, on va faire des hommes égaux dans tout, peu importe le travail, même si lui, il est médecin, l'autre, il n'est pas médecin, eh ben, on est égaux dans la richesse, dans tout. Ça, c'est contraire à l'être humain. Et on le voit avec aujourd'hui les gens qui se prétendent communistes. Vous allez voir en France, le parti communiste, ces gens-là, c'est tous des gens riches. Tous des nantis qui payent l'ISF, l'impôt sur la fortune. Alors qu'ils sont censés être des gens qui veulent la répartition des richesses, l'égalité, etc. Parce que c'est un mensonge. Le communisme, on peut le faire dans une famille, on peut le faire dans une petite région, mais à l'échelle humaine, c'est impossible. C'est irréalisable. C'est une utopie. Et donc, comme c'est une utopie, certains ils vont l'imposer par la force, et c'est là que ça va amener des dérives. Donc ça, c'est les avantages et les inconvénients des grands hommes qui ont été connus par leur idéologie, leurs réformes et leurs théories. Et donc, une fois qu'on a posé ces bases-là, et qu'on a ça en tête, on va voir pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des hommes. On va voir pourquoi, par A plus B, pourquoi c'est le meilleur des hommes. Parce qu'il réunit les avantages des deux catégories sans les inconvénients. Et il n'y a aucune personne sur la terre qui a fait cela, en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on va voir ça dans une prochaine vidéo, Inch'Allah Azza wa Jalla.